tenir compte de l'environnement, tenir compte de la performance énergétique de son logement, c'est bien, mais on a besoin de confiance, on a besoin de transparence. Quelles sont les aides, quelles sont les solutions pour rénover sa maison ou son appartement? Figaro Immo, c'est parti. Deux spécialistes, deux experts en plateau qu'on est très heureux de recevoir ici, qui vont nous délivrer de bons conseils en matière de rénovation énergétique. On va sans doute y voir plus clair. On va sans doute éviter des erreurs. Bonjour. Bonjour. Bertrand Delcambre, bonjour. Vous êtes président de l'association Qualitel. Et vous allez notamment nous décrire le dernier baromètre qui vient de sortir sur la partie quand la sobriété s'installe à la maison avec cette rénovation énergétique et les Français. Karine Bidard, bonjour. Bonjour. Directrice générale de l'Agence parisienne du climat. Et avec vous, on fera aussi le point et notamment on se pose beaucoup de questions à Paris sur l'haussmannien, sur les bons gestes à adopter, les bonnes attitudes, que ce soit à titre individuel ou pour la copropriété. En guise d'introduction à tous les deux en matière de rénovation énergétique, beaucoup de moyens sont déployés. On voit l'État, les échos, les aides qui sont très importantes. Est-ce qu'on est à la hauteur des enjeux, que ce soit au niveau environnemental, économique? Comment vous percevez les choses, Bertrand? Bien, écoutez, en tout cas, c'est une très bonne question, complètement d'actualité, bien sûr. Alors, peut-être avant d'y répondre, j'ai envie de resituer finalement l'histoire récente du logement. On n'a pas remonté au Moyen-Âge, mais disons depuis 50 ans, on a fait beaucoup d'efforts sur l'énergie consommée par les bâtiments. À partir de la crise du pétrole au milieu des années 70, on a inventé des réglementations successives en matière d'énergie qui ont marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on construit des logements neufs qui sont presque à énergie positive. Pas tout à fait. Vous avez raison. Oui. Alors que, il n'y a pas si longtemps, on en consommait 10 fois plus d'énergie dans les logements. Ça, c'est important de le savoir. Ceci étant, compte tenu des crises et du renchérissement de l'énergie, de l'inflation, etc., c'est effectivement toujours très important pour les Français de faire attention à la consommation d'énergie. On y reviendra plus tard. Ce qui est nouveau dans le monde du logement, c'est le carbone. On a pris conscience, c'est pas si récent que ça, mais qu'il y a vraiment un enjeu majeur planétaire pour maîtriser les émissions de carbone, de gaz à effet de serre, plus généralement. Or, le bâtiment, les logements, sont des consommateurs de carbone, des émetteurs de carbone. Donc, il faut faire très attention. Ça pèse 25% à peu près à l'échelle nationale. Du coup, les pouvoirs publics et les professionnels, tous ensemble, on se donne les moyens de les maîtriser le plus possible. On a inventé des nouveaux outils réglementaires, avec une réglementation RE 2020 qui est en place maintenant depuis 2 ans. On met en place tout ce qu'il faut pour construire des bâtiments neufs au top, et ça, en gros, on sait faire. Mais l'enjeu le plus important, c'est de rénover le parc existant. C'est le chantier du siècle. C'est le chantier du siècle, puisque ça représente en gros 80% des bâtiments qui seront encore présents en l'an 2050. Notamment, oui. Voilà. Oui. Il faut les rénover, parce que ceux-là, ils sont là et ils vont rester. Donc, et si vous voulez, pour dire les choses simplement, on consomme du carbone dans un bâtiment quand on se chauffe, mais on en consomme beaucoup plus quand on construit. D'où un peu le changement de paradigme. On ne veut plus construire énormément de logements neufs. Il en faut certes, et ça c'est normal, on va continuer à le faire, mais il faut surtout rénover l'existant. Très bien. Voilà. Karine Bidard, vous, votre sentiment est sur les enjeux. Tout d'abord, merci de cette invitation pour l'émission et pour ce débat. Je suis tout à fait d'accord sur la lumière que vous mettez en particulier sur le fait qu'il faut rénover l'existant. Parce qu'on a beaucoup parlé de la construction, du fait qu'on savait construire vert. Oui, c'est sûr, mais dans une ville, par exemple, comme Paris, et c'est valable pour toutes les villes en milieu urbain dense, l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'existant et comment est-ce qu'on fait en sorte, alors que dans une ville comme Paris, à nouveau,
nouveau ou dans un milieu urbain dense, le bâtiment, c'est 80% des consommations d'énergie. Donc, il y a vraiment un enjeu fort à cet endroit-là. Et je pense qu'il y a un enjeu, si vous m'aviez posé la question il y a 1 an et demi, je vous aurais dit, on n'est pas encore au niveau. Là, je dirais que pour la raison malheureuse de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique qui s'ensuit, il y a évidemment une flambée des prix de l'énergie et donc un intérêt croissant aussi pour ces manières de faire de la sobriété et comment est-ce que la rénovation énergétique peut permettre de réduire la facture et puis également de garantir l'accès à l'énergie pour des personnes qui n'ont pas non plus les moyens. Donc je pense qu'il y a une urgence climatique et une urgence sociale à faire la rénovation énergétique. Donc il y a depuis 1 an, nous, ce qu'on constate à l'Agence parisienne du climat, qui est une agence locale énergie-climat, donc on intervient beaucoup sur ce sujet énergie, mais pas uniquement, c'est qu'il y a une multiplication par 4 ou par 5 des sollicitations envers nous, puisqu'on est guichet d'entrée pour les copropriétés parisiennes et plus largement pour les Parisiennes, les Parisiens sur les sujets de l'énergie. On a 4 fois plus de sollicitations, donc vraiment une montée en puissance du sujet dans le débat public, et c'est important d'avoir une vue systémique aussi, parce que quand on a 4 fois plus de projets de rénovation énergétique qui se tiennent dans la ville, il y a aussi la question du transport, il y a la question des matériaux de chantier, etc. Très bien. Alors justement, on va rentrer dans le détail. On va voir avec vous, Bertrand, le dernier baromètre Qualitel. Juste rappeler en préambule Qualitel, le rôle de Qualitel. Alors Qualitel est une association qui a été créée par l'État il y a bientôt 50 ans pour, en gros, aller plus loin en matière de qualité que le strict minimum. Le strict minimum, c'est la réglementation. Et donc, depuis 50 ans, avec les professionnels, avec les consommateurs, Qualitel tire la qualité du logement vers le haut le plus possible, avec notamment une certification NF Habitat qui est largement maintenant implantée. En gros, on certifie à peu près la moitié des logements neufs par an, donc ça vous fait des masses au bout de quelques années, hein, bien sûr. Donc on a plus de 2 millions de logements certifiés aujourd'hui, qui sont assez récents. L'autre souci de Qualitel, c'est également de s'adresser directement aux particuliers pour les sensibiliser le plus possible à ce qu'on appelle les déterminants de la qualité du logement. Ouais. Voilà. Alors, vous me parlez de baromètre, effectivement. Alors justement, on va rentrer dans le détail. On va voir donc ces principaux enseignements de votre étude. Donc, crise économique, crise écologique, les Français repensent et adaptent leur façon de vivre chez eux pour réduire la facture. On va voir des infographies avec des Français qui sont attentifs aux dispositifs de régulation, notamment de la température, de la consommation de l'eau. Bertrand, commentaire ? Alors peut-être juste un petit mot sur le baromètre pour expliquer ce que c'est. Donc chaque année depuis 2017, donc c'est la 7e année, on fait une enquête de grande ampleur en s'appuyant sur Ipsos pour interroger les Français, ce sont les Français qu'on interroge, sur la façon dont ils vivent dans leur logement, dont ils perçoivent leur logement. Donc, et c'est une enquête qui est représentative à l'échelle du parc national. Alors cette année, effectivement, on a choisi comme thème finalement les évolutions des usages du logement compte tenu des crises, des crises, je ne vais pas m'attendre dessus, mais voilà, elles sont multiples, que les Français subissent depuis quelques années. Et notamment avec la crise de l'énergie, avec l'inflation, on constate, au travers de cette enquête 2023, que les Français sont de plus en plus attentifs, bien sûr, à leur consommation au pluriel. Consommation d'énergie. Donc sur ce transparent, on voit effectivement que grâce au thermostat qui est largement implanté maintenant, on a 2/3 des Français qui ont un thermostat et qui l'utilisent pour largement d'entre eux à plus de 80%, eh bien ils règlent leur température à leur convenance. Ils peuvent le régler à leur convenance. Alors ce qui est encore plus fort, c'est qu'on a constaté derrière que, en leur posant la question, les Français par rapport à il y a 3 ans, si vous voulez, il y a 3 ans, on posait les mêmes questions à peu près tous les ans. Il y a 3 ans, on avait à peine 25 ou moins de 30% de Français qui réglaient leur température de pièce principale à moins de 20 degrés. Donc là, il y a une vraie prise de conscience. On est passé à 69%. À 69%. Donc les Français, ça veut dire que les Français sont vraiment de plus en plus attentifs à l'énergie. Ça leur coûte cher, donc ils font attention. Donc le message de sobriété énergétique est passé.
c'est pas le seul, ça on parle du chauffage. Oui. Il y a aussi l'électricité, bien sûr. Et donc, on constate que les Français aujourd'hui ont pris l'habitude de changer leurs ampoules, et en changeant leurs ampoules, de passer au LED. Largement, c'est entre 40 et 50%. Donc le marché des LED est en plein boom dans le monde du logement. Ça apparaît sur ce slide. Sur les 3 dernières années, donc réalisation de changements au sein du logement. C'est vraiment des changements d'actualité qui montrent que les Français réalisent les enjeux et ils sont bien sûr très attentifs à leur porte-monnaie. On voit la raison principale, c'est les économies. Mais ils ont aussi une conscience environnementale. C'est la deuxième raison. Ça concerne, donc les ampoules, j'en ai parlé, ça concerne les équipements électroménagers, on choisit des équipements plus économes et on les utilise dans les heures creuses, ça apparaît pas là-dessus, mais aussi, par exemple, l'eau, ça devient aussi un enjeu majeur en termes de ressources naturelles et également d'économie. Et donc, on a des équipements nouveaux qui apparaissent dans les logements. Donc, en termes de consommation d'eau, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire, notamment en termes de baignoires, par exemple. Les Français qui ont des baignoires, en quelques années, ils prennent beaucoup moins souvent de douches et de bains et de douches qu'avant cette crise sanitaire, on peut dire les crises en général. Effectivement, pour avancer, on va voir notamment les éco-gestes et puis la partie sur les travaux de rénovation, si on peut avancer. Merci. On va avancer. Alors, là, on revient sur l'énergie. Donc, le message, on parlait tout à l'heure d'objectifs prioritaires à l'échelle nationale, la rénovation énergétique. Eh bien, écoutez, on constate dans ce baromètre que les propriétaires ils sont déjà allés pour la moitié d'entre eux. Il y a la moitié d'entre eux qui, depuis 5 ans, ont réalisé au moins des travaux sur un poste. Alors, ça veut dire c'est le chauffage, c'est l'isolation, c'est les fenêtres, vous voyez les possibilités. Et en corollaire de cette question, on a aussi un enseignement, puisqu'on leur a posé la question, mais est-ce que vous envisagez pour la suite d'autres travaux ? Eh bien encore, la moitié d'entre eux prévoient de s'engager dans des travaux, soit de nouveaux travaux, soit des travaux complémentaires. Très bien, donc voilà, encourageant. C'est très encourageant. Alors, avant de poursuivre, Karine Bidard, déjà le rôle de l'Agence parisienne du climat. Alors l'Agence parisienne du climat, elle a été créée il y a 13 ans à l'initiative de la ville de Paris et aujourd'hui, donc au-delà de la ville de Paris, nous avons 4 autres membres fondateurs qui sont la métropole du Grand Paris, Météo France, CPCU et EDF. Et donc c'est une agence locale énergie-climat, donc on intervient sur différents sujets, sur le bâtiment, sur la question de l'énergie, sur la question de l'adaptation au changement climatique qui est un sujet vraiment de plus en plus visible et vraiment essentiel, et puis les sujets climat plus largement. C'est une équipe d'une 50aine de collaborateurs et dont à peu près 2/3 travaillent directement ou indirectement sur les sujets de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, nous sommes en contact avec à peu près 25% des logements parisiens. Donc il faut savoir qu'il y a 47 000 copropriétés, donc c'est un chantier immense. Et le plan climat de la ville de Paris prévoit donc la rénovation de l'ensemble du bâti d'ici 2050. Je dirais que sur le sujet de la rénovation énergétique des logements, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, vous m'auriez posé la question il y a 1 an et demi, je n'aurais pas eu tout à fait la même réponse. Aujourd'hui, je dirais qu'on est sur une bonne trajectoire pour ces ambitions du plan climat. Et on accompagne, donc l'Agence parisienne du climat, elle est là notamment en tant que guichet France Rénov', c'est-à-dire c'est le guichet France Rénov' pour Paris, donc à destination des Parisiennes et des Parisiens sur les sujets de rénovation énergétique notamment. Et on accompagne donc des projets de rénovation énergétique des copropriétés parisiennes qui représentent 80% du logement à Paris. Et quand je dis qu'on accompagne, c'est un accompagnement individuel donc sur chaque copropriété. C'est un accompagnement au long cours, mais en fait, on accompagne, on va dire 95% des projets de rénovation énergétique globale à Paris se font avec l'Agence parisienne du climat. Donc on voit vraiment ce qui se passe sur le terrain, on l'accompagne fortement et c'est des projets au long cours puisque ça prend en moyenne 4 ou 5 ans un projet de rénovation en copropriété, donc avec un enjeu que vous pouvez imaginer. Et avec l'haussmannien, on doit évidemment vous poser toutes
sortes de questions, notamment sur la complexité, sur la partie rénovation. Oui, alors il y a un enjeu important qui est d'arriver à concilier rénovation énergétique et préservation du patrimoine, et c'est possible. Alors le haussmannien, la rénovation du haussmannien qui représente à peu près un tiers du bâti parisien, c'est un enjeu important. Pourquoi ? Parce que on a des rénovations de copropriété, par exemple sur les bâtiments des 30 Glorieuses qui se sont fait, c'était les premières à être rénovées parce que tout simplement c'était plus facile entre guillemets. Donc ça, ce chantier-là, il est déjà bien avancé. Après, sur le haussmannien, il a des avantages et il a des inconvénients. C'est un bâti qui dispose d'une grande inertie justement par rapport au matériau qu'est la pierre. Et puis c'est un bâti qui est très dense. Donc quelque part, c'est bon aussi pour ça mesure un peu la consommation énergétique. Ceci étant, le problème, c'est que ce sont des bâtiments qui ne sont pas isolés, et donc il y a un enjeu important sur l'isolation de ces bâtiments pour arriver à améliorer leur performance énergétique. Et on commence à voir des dossiers, donc ça fait à peu près 2-3 ans qu'on a engrangé vraiment des projets de rénovation énergétique du haussmannien, et comme je vous disais tout à l'heure, ça prend 4-5 ans un projet de rénovation énergétique, donc on n'a pas encore beaucoup de recul par rapport à la rénovation de ce bâti-là. Tout ce qu'on sait, c'est que ça marche. Sur les dossiers qu'on a accompagnés et qui sont livrés, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une copropriété haussmannienne dans le 18e arrondissement, sur une 60aine de logements, il y a eu des travaux qui ont été réalisés avec un scénario global de rénovation, donc où on a notamment fait la rénovation des menuiseries dans les parties communes, où on a fait le changement des fenêtres, une isolation thermique par l'extérieur côté cour. J'insiste sur ce point parce qu'il y a un enjeu patrimonial évidemment important quand on a une façade haussmannienne. On sait très bien qu'on ne va pas apposer en fait une isolation thermique par l'extérieur côté rue. Ceci dit, quand on fait une isolation côté cour, avec notamment un travail sur l'isolation des combles, et puis parfois du rez-de-chaussée également, et puis parfois aussi des murs pignons qui peuvent être aveugles et qui sont souvent des vrais passoires thermiques, il y a des résultats qui sont assez spectaculaires. Et là, sur l'exemple que je citais, on a eu un gain énergétique de 39% qui permet de passer d'une étiquette F à une étiquette D, et c'est extrêmement intéressant, non seulement pour le confort d'hiver par rapport aux consommations énergétiques et à la sensation de froid, mais c'est aussi très important pour le confort d'été. Et là, je voudrais vraiment appuyer ce point-là, parce qu'on parle beaucoup du confort d'hiver et de la consommation d'énergie, sauf qu'en été, il y a aussi des situations qui peuvent être dramatiques, de personnes qui habitent sous les toits, et quand ce sont des toits en zinc qui ne sont pas isolés, par exemple, il y a un phénomène qui est vraiment celui d'une poêle à frire, donc avec un besoin absolument d'isoler. Et il ne faut pas oublier que dans les situations de canicule, il y a des personnes qui sont vraiment en souffrance. Donc on voit vraiment la nécessité d'apporter une approche globale en fait sur l'isolation du bâtiment. Ça fonctionne, ça permet de réduire les consommations d'énergie et d'améliorer le confort d'habiter. Très bien, et on va continuer d'ailleurs avec ces bons conseils. Vous l'avez évoqué, il y a cette prise de conscience, et on sait que sur une ville, 70% d'une ville est constituée de logements, 80% des logements de 2050 existent déjà, mais ils sont pour la plupart en mauvais état, donc vraiment l'importance d'avant tout de rénover. Maintenant, il y a aussi beaucoup de questions qui se posent, notamment économiques, par rapport aux moyens, par rapport aux aides. On parle évidemment de DPE, de diagnostic de performance énergétique, qui joue sur les locations. Faut-il, selon vous, revoir encore, d'après ce que vous entendez là, ce DPE, diagnostic de performance énergétique, ou pas? Bertrand. Bon, alors ce DPE, il faut savoir qu'il existe déjà depuis 2006. C'est-à-dire qu'on a un recul de plus de 15 ans maintenant. Donc les Français se sont appropriés en principe. Je reviendrai dessus. Ceci étant, effectivement, il a été revisité en 2021. Suite à la RE 2020 et suite à la nécessité de prendre en considération le carbone, qui n'était pas dans la version initiale. Donc on a un DPE aujourd'hui qui concerne l'énergie, mais qui concerne aussi le carbone. Et puis, la méthode, elle a été, disons, revisitée par les experts, je dirais notamment ceux du CSTB, voilà, on les connaît. Centre scientifique et technique du bâtiment que j'ai eu l'honneur de présider quelques années. Et puis, on s'est rendu compte, malgré tout, qu'il y avait des biais. C'est-à-dire que cette méthode, elle n'est pas parfaite. Il faut comprendre que c'est pas facile de mettre au point une méthode utilisable par tous
simplement. Bien sûr. Parce que les phénomènes sont complexes. La thermique du bâtiment, c'est compliqué. Le carbone, je vous passe les détails. Bon, donc tout ça, c'est compliqué. Donc on a voulu faire une méthode simplifiée. La question, c'est jusqu'où on va en termes de simplification. Il s'avère, et les professionnels l'ont fait remarquer, les consommateurs aussi, les associations de consommateurs sont montées au créneau, que cette méthode, elle n'est pas parfaite, notamment pour les petits logements. Pour les tout petits logements, il y a un biais. Pour les systèmes de chauffage central, notamment, on calcule un peu trop simplement les déperditions des réseaux. Donc des imperfections. Des imperfections. Ouais. Donc ça, c'est clair, c'est reconnu par tout le monde. Donc il faudrait la corriger. Ceci étant, quand on a mis en place un outil comme ça, les pouvoirs publics ont mis un outil comme ça en place. C'est compliqué de tout revoir. Voilà, vous imaginez bien. Mais maintenant, chaque bien est unique. Alors, si après, bon. Alors. Je ne vais pas faire de scoop parce que ce n'est pas moi qui suis à la place des ministres, mais on a entendu dire, ministre de l'économie, Bernard Le Maire, il y a quelques jours, laisser entendre qu'il n'était pas impossible de revoir prochainement cette méthode. Je pense que ça serait utile. Voilà, je pense que ça serait utile. Karine Bidard, vous, votre sentiment? Vous pouvez en entendre parler avec ces logements classés F, G, d'interdiction à la relocation à partir de 2025, notamment pour les biens classés G. Votre sentiment? Mon sentiment, c'est que déjà, je trouve que c'est plutôt bien qu'il y ait une réglementation qui soit plus contraignante, parce qu'on s'aperçoit que ça a vraiment déclenché une prise de conscience de certains propriétaires bailleurs qui, auparavant, n'étaient pas spécialement intéressés aux conditions d'habiter de leurs locataires, et qui, aujourd'hui, alors qu'ils représentaient 5% des appels il y a à peu près 2-3 ans, représentent plus de 40% des appels. Donc on voit bien que ça a aussi déclenché de nouvelles, avec des motivations particulière, mais en tout cas une vraie tendance à l'intérêt à la rénovation énergétique, avec vraiment, encore une fois, un gain moyen, par exemple, sur l'opération Éco-Rénovons Paris de la ville de Paris, qui est un dispositif d'aide donc, qui est extrêmement intéressant, dont je vais parler un peu plus, mais avec un gain énergétique moyen de 41%. Donc la rénovation énergétique, ça marche. Et en ce qui concerne les aides, il y a des aides de tout niveau. Il y a des aides collectives, donc pour la copropriété. On dit qu'il y en a beaucoup qu'il faudrait peut-être simplifier les choses. En fait, on a beaucoup d'aides. Par exemple, il y a des aides collectives, il y a des aides individuelles. Les aides collectives, si je prends l'exemple de Éco-Rénovons Paris Plus, donc le dispositif d'aide de la ville de Paris, c'est un dispositif qui permet d'avoir à la fois un accompagnement gratuit donc pour les copropriétés parisiennes qui sont sélectionnées dans ce dispositif, et également un accompagnement financier avec un soutien au diagnostic technique global, avec un accompagnement donc également sur des aides qui vont être soit des aides performantielles, donc pour le collectif qu'est le syndicat de copropriété, et qui se déclenche à partir de 15% de gains d'énergie, d'économie d'énergie, donc ce qui est un seuil qui est assez facilement atteignable, on va dire. Et puis donc il faut faire partie de ce dispositif. Il y a des aides complémentaires qui viennent aussi, qui sont dirigées vers les personnes, donc c'est-à-dire vers les propriétaires, les aides individuelles. Et là, donc il y a beaucoup de choses, il faut le savoir. Mais Karine répondait sur le DPE. Oui, sur le. Alors, Bertrand a dit. Il y a déjà eu un point qui a été exprimé sur le DPE. Moi, ce que je voudrais dire par rapport aux aides, c'est que oui, c'est vrai, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'aides, et tant mieux. Parce qu'en fait, il y a des aides qui correspondent à chaque situation. Et ce que je peux dire également, c'est que de toute manière, on n'arrivera jamais à simplifier pour en faire un schéma avec 3 aides principales et un barème qui est clairement établi. De guichet unique ou si justement, et c'est le message que je voudrais passer. Les agences locales énergie-climat sont là pour accompagner les propriétaires des biens qui souhaitent rénover leurs appartements ou leurs maisons individuelles. À Paris, par exemple, l'Agence parisienne du climat, c'est le guichet d'entrée pour les copropriétés parisiennes, et que c'est nous qui allons aider justement, et c'est une mission de service public, donc comme guichet France Rénov', on va aider les gens à s'y retrouver dans un système d'aide qui est très diversifié, mais quelque part c'est bien parce que
ça répond au mieux à toutes les situations. Et pour vous donner un exemple, encore une fois, dans le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus, avec en plus le complément de MaPrimeRénov' CoPro, il peut y avoir un niveau d'aide qui va jusqu'à 100% pour les ménages les plus modestes, et que donc il y en a pour tous en fait. Donc ça sera jamais simplifié à l'extrême, et tant mieux, parce que ça voudrait dire qu'on réduit aussi dans la finesse de l'accompagnement qui est apporté. C'est pas pour plaider pour la complexité, c'est simplement parce que je pense que c'est important, que chaque situation est indépendante et différente, et qu'il y a des aides pour tout le monde, et on peut aider vraiment à cet endroit-là. Très bien. En conclusion, Bertrand, vos conseils pratiques quand on souhaite rénover, les choses à faire ou à éviter? Alors, je dirais qu'il y a quelque chose qui est aujourd'hui, qui est en train de bien avancer, c'est ce qu'on appelle l'audit énergétique. C'est quand on est propriétaire d'un logement, ou de plusieurs logements, ou d'un bâtiment, en termes de copropriété, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est compliqué, c'est pas évident. Et donc, il faut s'appuyer sur des professionnels qui ont l'expérience, pour vraiment faire un bilan complet de l'état du logement et des systèmes, et faire des propositions compte tenu de leurs expériences. Voilà. Il faut s'appuyer sur des professionnels vraiment compétents. Il y en a de plus en plus, il y en aura de plus en plus, et on va accompagner les particuliers, notamment avec le dispositif de l'ANA, MaPrimeRénov', MAR, etc., qui va se mettre en place à partir de l'an prochain. C'est indispensable pour les particuliers. Il ne faut surtout pas faire ça tout seul dans son coin, et il faut se faire accompagner. Parce qu'il faut avoir confiance. Mais pour avoir confiance, il faut savoir s'adresser à des gens compétents. Ça, c'est déterminant. Voilà. Les professionnels. Alors, juste un petit aparté là-dessus. Et on va terminer, mais en tout cas avec l'accompagnement, oui. L'accompagnement. Une grande urgence aujourd'hui, concernant les professionnels, c'est la formation. C'est-à-dire qu'on a des professionnels du bâtiment, il y en a beaucoup, il y en a suffisamment, comme le répète le président de la Fédération du bâtiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, c'est des professionnels qui ont été formés pour le neuf, essentiellement. Je fais très... Oui, alors il faudra absolument... Et donc, il faut savoir, et on a besoin de, sans doute, 150 à 200 000 professionnels qui vont être formés sur la rénovation. Et c'est vers ces professionnels-là qu'il faudra aller. Merci en tout cas pour vos bons conseils. Former, accompagner Bertrand Delcambre de Qualitel, merci beaucoup. Merci à vous. Karine Bidard de l'Agence parisienne du climat, merci infiniment. Je vous en prie, si je peux me permettre juste un dernier mot. Donc, si vous avez des questions sur la rénovation énergétique et que vous voulez savoir comment vous y prendre, comment avancer et trouver des professionnels, il y a un site qui est Coach CoPro pour les copropriétés, pas seulement à Paris, mais les copropriétés un peu partout en France. C'est un dispositif qui est très déployé sur une trentaine de métropoles et grandes villes en France. Donc Coach CoPro, et vous trouverez toutes les informations et vous serez mis en relation justement avec un conseiller France Rénov' qui peut vous accompagner. Le message est passé. Merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.